Pour me punir d'avoir choisi mon travail, ma sœur a abandonné ma fille de 8 ans à l'aéroport pour s'envoler vers Disneyland. Son cruel plan s'est retourné contre elle quand son avion a atterri et que son propre monde s'est effondré. Je m'appelle Juliette Moreau. Je suis capitaine dans l'armée de l'air et de l'espace française. J'ai géré des journées assez chaotiques, des atterrissages d'urgence, des évacuations médicales, des sauvetages lors d'ouragans, mais rien, et je dis bien rien, ne m'avait préparé au texto qui a fait voler mon monde en éclats. C'était un mardi matin. Réunion des opérations de la base, le bourdonnement des néons, tout le monde plongé dans les rapports logistiques. Mon téléphone a vibré sur la table. Normalement, je l'aurais ignoré, mais cette fois, quelque chose m'a poussé à regarder. Le message venait de ma sœur, Rebecca. Viens la chercher. Nous embarquons maintenant. Pendant une seconde, je n'ai même pas compris. Puis le deuxième texto est arrivé. Elle doit t'apprendre une leçon. Ma gorge s'est nouée. Ma fille de 8 ans, Lise, était avec Rebecca, censée embarquer sur un vol pour Disneyland Paris pour le voyage familial. Je ne pouvais pas me joindre à eux à cause du travail. Je me suis levé si vite que ma chaise a heurté le mur. Tout le monde s'est retourné. Capitaine Moreau ? A demandé mon commandant. J'ai attrapé mes clés et mon ordinateur portable d'une main. Urgence familiale, mon commandant. J'expliquerai plus tard. Et j'ai couru. Le trajet jusqu'à l'aéroport Charles de Gaulle dure environ 1 heure depuis la base d'Évreux. Mais ce jour-là, il m'a semblé interminable. Il pleuvait des cordes, les essuie-glaces peinaient à suivre. Mon esprit rejouait ce texto en boucle. Viens la chercher. Nous embarquons maintenant. Était-ce une sorte de mauvaise blague ? Rebecca avait toujours eu ses humeurs, mais il s'agissait de Lise, mon unique enfant, ma raison de respirer. Au moment où j'ai atteint l'aéroport, je tremblais si fort que j'avais du mal à me garer. J'ai laissé la voiture à moitié de travers dans une zone d'arrêt interdit et j'ai sprinté à l'intérieur. Le terminal sentait le café et la moquette mouillée, le chaos normal et quotidien d'un aéroport, sauf que ma fille était quelque part là-dedans, seule. Je me suis précipité au comptoir de la police aux frontières, la voix brisée. Ma fille, 8 ans, elle a été laissée ici seule par ma famille. Elle s'appelle Lise Moreau. L'agent a cligné des yeux, a appelé un superviseur. En quelques minutes, 2 policiers de l'aéroport sont apparus. Leurs visages calmes m'ont fait me sentir encore plus mal. L'officier Martin m'a demandé mon téléphone. Je le lui ai tendu, l'écran affichant toujours la conversation. Il a lu lentement, sa mâchoire se crispant. Madame, cela ressemble à un abandon d'enfant. Savez-vous de quelle porte ils embarquaient ? Air France, pour Paris. Ils sont partis il y a peut-être 20 minutes. Il a contacté la régulation par radio, a fait un bref résumé. Possible mise en danger de mineurs. Recherche de mineurs non accompagnés, sexe féminin, environ 8 ans. Nous avons trottiné ensemble dans le terminal. Le bruit de mes bottes résonnait sur le sol. Puis, à mi-chemin de la porte B7, je l'ai vue, une petite silhouette assise sur un banc, entourée de 2 officiers, les épaules secouées de sanglots, son sac à dos par terre. Lise. Elle a levé les yeux et a couru droit sur moi. Je suis tombé à genoux et l'ai rattrapée, la serrant comme si je n'allais plus jamais la lâcher. Maman, a-t-elle sangloté. Ils m'ont laissé. Tout le monde m'a laissé. Mon cœur s'est brisé en 2. Je sais, mon bébé. Je suis là maintenant. Tu es en sécurité. L'officier Martin s'est accroupi à côté de nous. Madame, nous avons informé l'équipage du vol et la PAF à Orly. Les adultes responsables seront interrogés à leur atterrissage. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Dans le bureau de la sécurité de l'aéroport, j'ai appris le reste. Rebecca et mes parents s'étaient réservés des billets en première classe. Le billet de Lise était en classe économique, un siège séparé. Aucun tuteur n'était mentionné. Quand l'agent d'embarquement a demandé qui voyagerait avec elle, ma mère aurait répondu « Elle va bien ». Elle est juste dramatique. Quand Lise a commencé à pleurer à l'idée de s'asseoir seule avec des étrangers, ils lui ont dit qu'elle faisait son bébé. Puis ils sont montés dans l'avion. Ils l'ont laissée là. J'aimerais vous dire que j'ai crié ou cassé quelque chose, mais je ne l'ai pas fait. Je suis devenu glacial. D'un froid militaire. Le genre où tout en vous s'éteint pour que vous puissiez fonctionner. L'officier Chen m'a tendu une couverture pour Lise.
Puis il m'a demandé ma déposition. Je leur ai tout raconté. Comment Rebecca avait proposé d'emmener Lise en voyage familial puisque je ne pouvais pas prendre de congé. Comment je leur avais donné 4000 € en espèces pour les billets d'avion, les entrées à Disneyland, les hôtels, la nourriture, tout. Je leur faisais confiance, ai-je dit. Shane avait l'air dégoûté. Madame, ils ont pris l'argent, ont quand même mis votre fille en classe économique et l'ont ensuite abandonnée. Oui. Il a secoué la tête. Vous devez savoir que c'est un acte criminel. Nous allons engager des poursuites pour abandon et mise en danger de mineurs. Quand les mots poursuites pénales ont frappé mes oreilles, je me suis senti à la fois vengé et malade. Ma sœur n'était pas seulement cruelle, elle avait commis un délit pénal. Les heures ont passé dans un flou. Lise refusait de lâcher ma main, sursautant à chaque fois que quelqu'un ouvrait la porte du bureau. À un moment, l'officier Martin lui a acheté une brique de jus et un biscuit, et elle a murmuré « Merci, monsieur ». Cela l'a presque brisé. Finalement, sa radio a grésillé. Il a écouté, a hoché la tête, puis m'a regardé. Votre famille a été interpellée à Orly. Ils sont en cours d'interrogatoire. J'ai expiré pour ce qui m'a semblé être la première fois de la journée. Ils allaient faire face aux conséquences. Finalement, j'ai ramené Lise à la voiture. Elle s'est endormie avant que nous quittions le parking, agrippant ma manche comme si je pouvais disparaître. Sa respiration s'est régularisée, et pendant un instant, je suis resté assise là, à la regarder dans le rétroviseur. Elle paraissait si petite. Quand nous sommes rentrés à la maison, je l'ai bordée, puis je suis resté assise sur le bord de son lit pendant un long moment, écoutant la pluie dehors. Mes mains tremblaient encore, mais mes pensées étaient maintenant claires. Rebecca n'avait pas fait ça par négligence. Elle l'avait fait exprès. Et le pire, c'est que je n'étais même pas surprise. Les signes avaient été là toute ma vie. J'avais simplement choisi de les ignorer. Quand mon mari est mort au Mali, Rebecca m'a dit, au moins maintenant, tu arrêteras de prétendre que tout va bien pour toi. Ça aurait dû être le moment où j'ai réalisé qui elle était vraiment. Mais je voulais croire que la famille, c'était la famille. Maintenant, assise dans cette chambre sombre à côté de ma fille endormie, j'ai compris quelque chose de nouveau. La famille pouvait aussi être l'ennemi. Mon téléphone a de nouveau vibré. Des dizaines d'appels manqués, de textos, de messages vocaux. Ma mère, mon père, Rebecca. Un message est apparu. Papa, ne fais pas une montagne de cette histoire. La famille ne se retourne pas contre la famille. Je l'ai fixé pendant un long moment. Non, la vraie famille ne laisse pas un enfant pleurer dans un aéroport. J'ai éteint le téléphone, regardé la petite main de Lise posée sur la couverture, et j'ai fait une promesse silencieuse. Ça s'arrête ici. Fini les excuses. Fini le silence. Ce n'était pas seulement une trahison. C'était une déclaration de guerre, et j'avais passé toute ma carrière à apprendre à me battre de la bonne manière. Alors, c'est ce que j'allais faire. La pluie n'a pas cessé cette nuit-là. Elle martelait les fenêtres jusqu'à ce que la maison semble plus petite, comme si la tempête se refermait sur nous. J'étais assise dans la cuisine, les mains enroulées autour d'une tasse de café que je ne buvais pas, rejouant la voix de Rebecca dans ma tête, ce ton suffisant et cassant qu'elle utilisait toujours quand elle pensait avoir gagné. En grandissant, je pensais que ma sœur et moi étions proches. Nous partagions une chambre jusqu'à mes 16 ans. Elle était la jolie, celle qui savait charmer les professeurs, les garçons, et finalement nos parents. J'étais la silencieuse, celle qui voulait piloter des avions au lieu de correspondre à leurs attentes de petite ville. Papa avait l'habitude de plaisanter en disant que Rebecca pouvait se sortir d'une contravention par la parole tandis que moi, je pouvais m'attirer des ennuis en parlant. Maman l'appelait la stable. Il m'appelait l'électron libre. Traduction, Rebecca était facile à aimer. J'étais compliqué. Quand j'ai rejoint l'armée de l'air, personne ne m'a félicité. Les mots exacts de maman furent, Juliette, aucun homme ne veut épouser une femme qui salue avant de sourire. Rebecca a ri. Ce même rire résonne encore à mes oreilles quand j'y pense, aigu, méprisant, imbibé d'une envie qu'elle n'admettrait jamais. Ce n'était pas comme si je voulais lui faire de l'ombre. Je travaillais juste plus dur. Pendant qu'elle allait à l'école d'infirmière, je passais des journées de 12 heures en formation, prouvant que je pouvais diriger des missions sans m'effondrer. J'ai été promu plus vite que prévu. J'étais respecté. Et Rebecca, elle détestait chaque minute de cela.
Elle me lançait des petites piques quand nous parlions. Alors, tu reçois des médailles maintenant pour abandonner ta gamine? Des choses comme ça. Je levais les yeux au ciel, lui disais qu'elle était dramatique, et je raccrochais. Mais maintenant, assise là dans ma cuisine silencieuse, je réalisais que chacun de ses commentaires avait été un signe avant-coureur. Le lendemain matin, Lise s'est réveillée tôt. Elle est entrée dans la cuisine, sa couverture toujours enroulée autour de ses épaules. Ses yeux étaient gonflés, ses cheveux emmêlés, mais elle a souri comme si elle essayait d'être courageuse. « Maman, on a des ennuis. »« Non, mon bébé, tu n'as rien fait de mal. » Elle a hoché la tête comme si elle ne me croyait pas. Tati Becky a dit que tu te souciais plus de l'armée de l'air que de moi. C'était comme si quelqu'un m'avait donné un coup de poing. Ce n'est pas vrai, Lise. Ça n'a jamais été vrai. Elle a baissé les yeux. Alors pourquoi tu n'es pas venue à Disneyland avec nous? Parce que le travail de maman met de la nourriture sur la table. J'ai voulu dire, parce que maman essayait de s'assurer que tu aies une vie meilleure. Parce que ta tante est une manipulatrice jalouse et tordue. Au lieu de ça, j'ai juste dit, parce que je pensais que je pouvais lui faire confiance. Lise est restée assise en silence, mâchonnant le coin de sa couverture. Je ne veux plus la revoir. Je n'ai pas répondu. J'ai juste tendu la main et les serré contre moi. Parfois, le silence est plus sûr que des promesses qu'on ne peut pas contrôler. Plus tard dans la journée, j'ai appelé mes parents. Papa a répondu sur haut-parleur, sa voix plate. Nous avons entendu ce qui s'est passé. Tu en fais toute une histoire. Papa. Elle a laissé mon enfant dans un aéroport. Elle était dépassée. Tu aurais dû être là. C'est peut-être le signal d'alarme dont tu avais besoin. Ma mâchoire s'est crispée. Un signal d'alarme. Elle a abandonné une fillette de 8 ans. La voix de maman s'est ajoutée de quelque part près du téléphone. Rebecca a dit que tu étais distante, Juliette. Toujours trop occupée pour la famille. Elle pensait. Elle pensait qu'elle pouvait traumatiser ma fille pour prouver quelque chose. C'est ça que vous défendez? Surveille ton ton, a claqué papa. Tu ne parles pas à ta mère comme ça. J'ai failli rire. Peut-être que si vous aviez appris à Rebecca ce que sont les conséquences, je n'aurais pas à le faire maintenant. J'ai raccroché. Pas de cris, pas de larmes, juste une clarté froide. C'est à ce moment-là que j'ai su que j'en avais fini de protéger leur version de la famille. Ce soir-là, je me suis assise avec mon ordinateur portable et j'ai ouvert le dossier que j'évitais, celui avec les vieilles photos de moi, Rebecca et nos parents. Il y avait une photo de nos enfants, toutes les deux en t-shirt assortis du 14 juillet. Rebecca tenait un cierge magique, souriant à l'appareil photo. J'étais à l'arrière-plan, les yeux vers le ciel, regardant le feu d'artifice. Ça m'a frappé alors, nous avions toujours regardé dans des directions différentes. Elle voulait être vue. Je voulais voir plus loin. Après que Daniel, mon mari, soit mort en opération extérieure, elle est venue pour les funérailles. Tout le monde a apporté de la nourriture, des fleurs, de la pitié. Rebecca a apporté son jugement. Elle s'est tenue dans ma cuisine et a dit, au moins maintenant, tu arrêteras de prétendre que tu es parfaite. Je me souviens l'avoir regardée de l'autre côté du comptoir, trop fatiguée pour argumenter. Elle était jalouse même de mon deuil. Dans les mois qui ont suivi, elle a appelé une ou deux fois, toujours avec ce même sous-entendu. Tu penses que tu vaux mieux que moi parce que tu portes un uniforme. J'ai ignoré, parce que je n'avais pas l'énergie de me battre. J'élevais une fille seule, je gérais les déploiements, je gardais à peine ma santé mentale. Alors, quand elle a proposé d'emmener Lise à Disneyland, laisse-la s'amuser, Jus. Tu as besoin de repos, j'ai voulu croire qu'elle le pensait. J'ai viré l'argent, envoyé la valise de Lise avec des petits mots dans chaque poche. Je pensais que c'était une offre de paix. Maintenant, tout ressemblait à un piège. Cette nuit-là, j'ai retrouvé l'ancienne conversation avec Rebecca. En remontant de plusieurs mois, il y avait des indices, des messages que j'avais balayés. Rebecca, tu sais, les enfants n'oublient pas qu'on les ignore. Moi, elle sait que je l'aime. Rebecca, l'amour ne veut pas dire grand-chose quand on n'est jamais là. Comment? Je me souvenais exactement où j'étais quand elle avait envoyé ça. La salle de sport de la base, 22 heures. L'épuisement dans chaque muscle. J'avais souri à mon téléphone, pensant qu'elle était juste dramatique encore une fois.
Je n'aurais jamais pensé qu'elle transformerait ces mots en munitions. J'ai fermé les yeux et me suis adossé à ma chaise. Mon corps était dans cette cuisine, mais mon esprit était de retour à l'aéroport, Lise, seule sur ce banc, serrant son sac à dos, attendant quelqu'un qui ne reviendrait pas. Cela ne ressemblait plus à un malentendu. Cela ressemblait à une vengeance tordue née d'années de ressentiment, de jalousie et de cette logique familiale moro-déformée qui disait que la douleur est la façon dont les gens apprennent. Je n'étais plus en colère. J'étais concentré. Si Rebecca voulait donner des leçons, elle était sur le point d'en apprendre une elle-même. Le genre soutenu par la loi, pas par la culpabilité. Le lendemain matin, j'ai préparé un sac pour Lise et je l'ai conduite chez une amie sur la base, une autre mère célibataire, le sergent Harris, qui avait proposé de la garder. Harris n'a pas posé de questions, elle m'a juste serré dans ses bras et a dit, occupe-t'en, capitaine. Quand je suis remonté dans ma voiture, j'ai ouvert mes emails. L'objet du message me fixait. Rapport d'incident, enfant laissé sans surveillance à CDG. En pièce jointe, le résumé officiel de la police, déjà transmis à la gendarmerie nationale et au bureau du commissariat des armées de ma base. Ce n'était plus un simple drame familial. C'était fédéral. Mon cœur battait la chamade alors que je cliquais sur répondre et que je tapais la seule phrase qui avait du sens. Procéder à une enquête complète. Puis j'ai cliqué sur envoyer. Pour la première fois depuis des jours, je ne me sentais pas impuissante. Je ne me sentais pas comme celle qui avait été abandonnée. Je faisais ce pourquoi j'avais été formé. Suivre les preuves, rester calme et se battre intelligemment. Parce que dans mon monde, il n'y a pas de leçon sans conséquence. Et Rebecca était sur le point de l'apprendre à ses dépens. Le claquement de mes bottes sur le sol poli du couloir était assez net pour attirer les regards. Le bureau du commissariat des armées de la base aérienne d'Évreux n'était pas le genre d'endroit où l'on se rendait à moins que quelque chose de grave ne se soit produit. J'y étais venu une fois auparavant pour un briefing sur la garde après la mort de Daniel, mais cela semblait appartenir à une autre vie. Le lieutenant André, l'officier juriste affecté aux affaires familiales et domestiques, semblait à peine assez âgé pour louer une voiture. Pourtant, sa poignée de main était ferme et son expression n'a pas vacillé quand je lui ai tendu le dossier. Tout est là-dedans, ai-je dit. Texto, reçu, itinéraire de voyage, même les publications Facebook. Il a feuilleté les pages comme s'il avait vu 1000 désastres avant le petit déjeuner. Donc, votre sœur a acheté des billets séparés, n'a pas déclaré votre fille comme mineure non accompagnée, puis a embarqué sans elle? Oui. Et elle vous a texté, je cite, elle doit apprendre une leçon. Mot pour mot. Il a levé les yeux. Capitaine Moreau, ce que votre sœur a fait n'est pas seulement cruel. C'est un acte criminel. Nous parlons de mise en danger de mineurs, d'abandon et de potentiels abus émotionnels. Je m'en doutais, ai-je dit doucement. Il s'est adossé à sa chaise. Je vais transmettre cela au procureur de la République à Paris. En attendant, vous devrez tout documenter. Pas d'appel, pas de message, pas de contact. Compris? J'ai hoché la tête. Cette partie était facile. Rebecca pouvait me texter depuis la Lune, je ne répondrais toujours pas. En sortant, un enquêteur civil de la gendarmerie nationale attendait dans le couloir. Capitaine Moreau, a-t-il demandé en montrant son insigne. Détective Élisée, nous aurons besoin de votre déposition pour le rapport conjoint. La PAF a déjà confirmé que l'incident a été filmé. Je l'ai suivi dans une petite salle d'interrogatoire qui sentait le café brûlé et la vieille moquette. Il a posé un enregistreur numérique sur la table. Je sais que ce n'est pas facile, a-t-il dit. Mais j'ai besoin que vous me racontiez tout, depuis le moment où votre sœur a proposé d'emmener votre fille jusqu'à votre arrivée à l'aéroport. Pendant l'heure qui a suivi, j'ai fait exactement cela. Sans drame, sans larmes, juste les faits. J'avais appris très tôt dans l'armée que l'émotion ne fait pas gagner les affaires. L'épreuve, si. Quand j'ai eu fini, Élisée a arrêté l'enregistreur. Une dernière chose, a-t-il dit. Nous avons les images de sécurité de la porte d'embarquement. Je veux que vous confirmiez que c'est bien elle. Il a affiché un clip granuleux sur son ordinateur portable. Elle était là, Rebecca Chevalier. Ma sœur, debout dans la file d'attente avec un latte dans une main, faisant défiler son téléphone de l'autre. Mes parents étaient derrière elle, discutant comme si de rien n'était. Lise se tenait sur le côté, près de la porte d'embarquement, s'essuyant le visage avec sa manche.
Rebecca a jeté un regard en arrière, a dit quelque chose à ma mère. Puis elle s'est engagée dans la passerelle. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas cligné des yeux. J'ai juste fixé l'écran jusqu'à ce que le détective dise enfin, « C'est votre sœur ?» Oui. Il a hoché la tête d'un air sombre. Ça va aider. Nous allons faire correspondre l'horodatage avec les textos que vous avez reçus. Quand j'ai quitté le bureau, le soleil de Normandie semblait me brûler à travers l'uniforme. Je n'étais pas en colère, ça s'était consumé il y a des jours. Ce qui restait, c'était la concentration. J'ai appelé la conseillère scolaire, lui expliquant que Lise pourrait avoir besoin de quelques jours à la maison. La voix de la femme s'est immédiatement adoucie. Nous gérons ça discrètement, a-t-elle dit. Donnez-lui du temps. Je n'ai pas mentionné pourquoi. Je n'en avais pas besoin. Des nouvelles comme ça se répandent vite dans les petites communautés. Ce soir-là, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Quand j'ai répondu, une voix calme a dit, « Capitaine Moreau, ici l'officier Daniels de la police de Paris. Nous avons interrogé votre sœur. » Mon estomac s'est noué. Il a hésité. Elle est intéressante. Elle prétend ne pas avoir abandonné votre fille, mais l'avoir laissée au personnel de l'aéroport pour prouver quelque chose. J'ai ri amèrement. Prouver quoi? Elle a dit, et je cite, « Juliette doit apprendre qu'elle ne peut pas toujours partir sauver le monde pendant que d'autres élèvent sa fille. » Pendant un instant, je n'ai rien dit. J'ai juste pressé ma main sur mon front. Madame, a ajouté prudemment Daniels. J'ai vu beaucoup de désordres familiaux, mais celui-ci est différent. Elle pense qu'elle avait raison. Ça la rend dangereuse. Oui, ai-je dit. Je sais. Les jours suivants se sont fondus en paperasse et en appel. Les services de protection de l'enfance ont fait une visite de contrôle pour Lise, juste pour boucler la boucle. L'agent était gentil mais direct. Votre fille va bien physiquement, mais elle est anxieuse. Elle ne fait plus confiance aux adultes en ce moment. Ce n'est pas quelque chose qui disparaît rapidement. Quand ils sont partis, j'ai trouvé Lise assise sur le perron, coloriant tranquillement. Elle a levé les yeux et a demandé, « Tati Becky a des ennuis. » Oui, ai-je dit. Elle a fait quelque chose de très mal. Est-ce qu'elle va dire pardon? Je ne sais pas, elle est retournée à son coloriage. Papa serait en colère contre elle. J'ai dégluti difficilement. Oui, il le serait. Cette nuit-là, après qu'elle se soit couchée, je me suis assise dans le salon, entourée de paperasses, de formulaires de police, de déclarations sous serment, de témoignages. Ma formation militaire m'avait appris à gérer le chaos. Mais c'était différent. C'était personnel. Ma boîte de réception a sonné. Un email du lieutenant André. Objet, mise à jour. Coordination civile et militaire. Corps du message, capitaine, nous avons confirmé le changement de juridiction. Le commissariat surveillera, mais les poursuites principales se dérouleront sous la loi de l'État français. Attendez-vous à une assignation à comparaître dans les 2 semaines. Ça allait vite, trop vite peut-être, mais je n'allais pas ralentir les choses. Le lendemain matin, les médias ont découvert l'affaire. Un titre est apparu sur mon téléphone. L'enfant d'un officier de l'armée de l'air laissé seul à l'aéroport de Paris. Je n'avais parlé à aucun journaliste, mais quelqu'un avait fait fuiter l'information, probablement un parent essayant de contrôler le récit. Rebecca a appelé 12 fois ce jour-là. Je n'ai pas décroché. Elle a laissé des messages vocaux, chacun pire que le précédent. Juliette, tu ruines ma vie. Sais-tu ce que cela va faire à maman et papa? C'était juste un malentendu. Tu exagères toujours. Et finalement, tu n'es pas une mère. Tu es un soldat. C'est ça ton problème. Je les ai tous supprimés. Le jour d'après, le lieutenant André m'a transféré un document de police scanné intitulé « Recommandation de mise en examen préliminaire ». C'était là, en gras, mise en danger de mineur, abandon d'enfant par négligence. J'ai fixé cette phrase jusqu'à ce que les lettres se brouillent. J'avais passé ma vie à être traité d'imprudente par mes parents. L'ironie ne m'a pas échappé. Celle qui avait joué la fille parfaite était maintenant l'accusée dans une affaire criminelle. Cette nuit-là, je suis retourné à l'aéroport. Je ne sais même pas pourquoi. Peut-être avais-je besoin de le revoir. De me tenir là où Lise avait attendu. Le banc était toujours là, à côté d'un kiosque à journaux.
Je me suis assise et j'ai essayé d'imaginer ce qui lui était passé par la tête. La peur, la confusion, le moment où elle a réalisé que personne ne revenait. J'ai fermé les yeux et j'ai respiré, calmement et lentement. Il y avait une légère odeur de kérosène et de produits de nettoyage. Quelque part au-dessus, un avion a vrombé. Ce n'était plus le son d'un traumatisme. C'était un rappel du mouvement, d'un but. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu mon reflet dans la paroi de verre. Uniforme impeccable, cheveux tirés, regard dur, pas brisé, juste éveillé. Cela n'allait pas être balayé sous le tapis comme tous les autres problèmes familiaux qu'on nous avait dit d'ignorer. Cette fois, il y aurait des responsabilités. Alors que je me levais pour partir, mon téléphone a vibré. Un nouveau message du lieutenant André. L'affaire a été transmise. La police de l'État veut un témoignage complet et toutes les preuves numériques pour demain matin. J'ai répondu sans hésiter. Je serai là. Puis j'ai rangé mon téléphone, me suis dirigé vers le parking, et je n'ai pas regardé en arrière. Les lumières de l'aéroport se reflétaient sur le pavé humide, et pour la première fois depuis le début, la pluie avait cessé. Je ne m'attendais pas à revoir Rebecca si tôt, mais l'enquêteur a appelé 2 jours plus tard. Elle est prête à faire une déposition officielle, a-t-il dit. Nous aimerions que vous écoutiez via une liaison à distance. Une partie de moi voulait dire non. Entendre sa voix, c'était comme rouvrir une blessure. Mais une autre partie, celle qui avait passé des années à se taire pour maintenir la paix, voulait enfin l'entendre admettre ce qu'elle avait fait. Alors j'ai accepté. La salle de conférence du commissariat était froide et stérile, les murs bourdonnant de ce genre de silence qui pèse sur la peau. Le détective Élisée a installé l'ordinateur portable et a cliqué sur lecture. La vidéo a clignoté, montrant Rebecca assise en face de 2 officiers. Ses cheveux étaient tirés en ce chignon serré qu'elle portait quand elle voulait avoir l'air composée. Elle semblait imperturbable. Mademoiselle Chevalier, a commencé un officier, pouvez-vous expliquer avec vos propres mots ce qui s'est passé à l'aéroport Charles de Gaulle mardi dernier? Rebecca a croisé les mains, souriant comme si c'était un entretien pour un poste à l'association des parents d'élèves. Bien sûr. Je n'ai pas abandonné ma nièce. Je l'ai simplement laissée avec le personnel de la PAF un instant pour prouver quelque chose. Prouver quelque chose, a demandé le détective. Oui. Ma sœur a négligé cet enfant pendant des années. Toujours partie en mission, laissant Lise à qui veut bien la prendre. J'ai pensé que si Juliette ressentait ce que c'est que d'être laissée derrière, elle comprendrait ce qu'elle fait à sa propre fille. C'était calme, délibéré, insensé. L'officier a cligné des yeux. Vous pensiez qu'abandonner une mineure dans un aéroport public était une façon raisonnable d'enseigner l'empathie? Rebecca a haussé les épaules. C'est un soldat. Elle comprend les leçons à la dure. C'est la seule chose qu'elle respecte. Je pouvais entendre mon pouls dans mes oreilles. Elle l'a dit comme si elle m'avait rendu service. L'un des détectives s'est penché en avant. Mademoiselle Chevalier, avez-vous prévenu le personnel de l'aéroport ou votre sœur avant de quitter la porte d'embarquement? Je lui ai envoyé un texto. Elle a répondu d'un air parfaitement impassible. Elle savait. Elle est arrivée. Personne n'a été blessé, sauf l'enfant, a dit le détective sèchement. Les yeux de Rebecca se sont levés, agacés. Oh, allons. Les enfants pleurent pour un rien. Lise va bien. C'est Juliette qui en fait tout un plat. Le détective a mis en pause. Vous êtes sûr de vouloir continuer à regarder? Continuer, ai-je dit. Il a hoché la tête et a appuyé sur lecture. Regrettez-vous votre décision, a demandé le second officier. Rebecca a souri faiblement. Regretter? Non. Je regrette qu'elle transforme ça en un cirque public. C'est embarrassant pour la famille. La voix de l'officier a baissé. Vous ne ressentez aucune culpabilité d'avoir laissé une fillette de 8 ans seule? Elle a hésité un instant, puis a souri d'un air suffisant. Peut-être qu'elle en avait besoin. Peut-être que Juliette aussi. J'ai dû sortir. La pièce me semblait trop petite pour l'ampleur de ma colère. Dehors, dans le couloir, j'ai agrippé la rampe jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. C'était une chose de faire une erreur. C'en était une autre de s'en servir comme d'une arme. Elle n'était pas désolée. Elle était fière. Le détective Élisée est sorti 1 minute plus tard. Nous ajoutons sa déclaration au rapport, a-t-il dit.
C'est suffisamment auto-incriminant pour que le procureur n'ait aucun mal à aller de l'avant. J'ai hoché la tête mais n'ai rien dit. Ma gorge me faisait mal à force de retenir tout ce que je voulais crier. Quand je suis rentré à la maison, Lise était assise sur le canapé à regarder des dessins animés, les genoux ramenés contre sa poitrine. Elle a levé les yeux quand je suis entré. « Maman, ils sont toujours en colère ?» ?»« Non, » ai-je dit doucement. « Ils ne sont plus en colère. » Elle a froncé les sourcils. « Alors pourquoi tu as cette tête-là ?»« Quelle tête ?»« Comme quand tu appelais papa depuis l'étranger. » Je me suis assise à côté d'elle, la prenant dans mes bras. Parce que certaines choses sont difficiles à réparer, mon bébé. Mais on va s'en sortir. Sa petite voix était étouffée contre mon épaule. Tati Becky a dit que tu m'oublies quand tu vas travailler. J'ai pris une profonde inspiration. Ce n'est pas vrai. Quand je suis parti, je compte les jours jusqu'à mon retour. Tu es la première chose à laquelle je pense en me réveillant et la dernière avant de dormir. Tu le sais, n'est-ce pas? Elle a hoché la tête. Je le sais maintenant. Le silence s'est installé pendant un moment. La télévision jouait doucement en arrière-plan. Un dessin animé avec des couleurs vives et des rires qui ne semblaient pas réels. Plus tard dans la soirée, après que Lise se soit endormie, j'ai parcouru le dossier que le détective m'avait envoyé. Il contenait la transcription de l'interview de Rebecca ainsi qu'une déclaration de mes parents. Je ne m'attendais pas à grand-chose, mais quand même. Ça faisait mal à lire. Maman, Rebecca a fait un mauvais choix, mais Juliette est dramatique. Ça aurait pu être réglé en privé. Papa, la carrière de Juliette a toujours été sa priorité. C'était peut-être la façon de sa sœur de lui montrer ce qui compte vraiment. Il n'essayait même pas de le cacher. J'ai lu ces lignes 2 fois avant de fermer l'ordinateur portable. La cuisine semblait soudainement plus froide. Toutes ces histoires de famille. Il s'est avéré que ça ne s'appliquait que quand je gardais le silence. J'ai versé un verre d'eau et je suis resté près de l'évier, regardant par la fenêtre. Quelque part dans l'obscurité, une corne de train a retenti, basse et lointaine. Cela m'a rappelé les déploiements, les nuits passées éveillées, me demandant si la maison semblerait un jour normal à nouveau. Mais la maison n'était pas ce que j'avais laissé derrière moi. C'était ce que j'essayais de protéger. Le lendemain matin, j'ai rencontré le lieutenant André et le détective Élisée à l'annexe du palais de justice. Ils avaient tout étalé sur une longue table. Photos, transcriptions, virements bancaires, cartes d'embarquement. On aurait dit une table de guerre, sauf que la bataille était ma famille. Capitaine Moreau, a dit André. Nous devrons inclure les publications de votre sœur sur les réseaux sociaux comme preuve supplémentaire. Le procureur pense que cela renforce le mobile. Quelle publication, ai-je demandé. Il a tourné son ordinateur portable vers moi. À l'écran, une vidéo Facebook datée du jour du vol. Rebecca était assise dans sa voiture, lunettes de soleil sur le nez, souriant comme si elle narrait une vidéo de coach de vie. Elle disait, parfois, les gens doivent apprendre à la dure. Certaines leçons s'accompagnent de douleur, mais c'est ainsi que l'on grandit. J'ai regardé la vidéo, incrédule. Elle a posté ça le même jour. 1 heure après avoir quitté l'aéroport, a dit Élisée. Elle a identifié votre mère. Les mots résonnaient dans ma tête. Certaines leçons s'accompagnent de douleur. Il ne s'agissait jamais de Lise. Il s'agissait de contrôle. De me faire payer pour chaque fois que j'avais choisi le devoir plutôt que le dîner, la mission plutôt que le week-end en famille, l'honneur plutôt que l'approbation. Et maintenant, elle avait diffusé sa cruauté au monde entier. Élisée m'a tendu un document à signer, une confirmation que j'avais examiné tous les matériaux et que je consentais à leur communication pour les poursuites. Ma signature semblait stable sur la page, bien que mes mains fussent tout sauf stables. Une fois que ce sera soumis, a dit André, ce sera officiel. L'État engagera des poursuites. J'ai hoché la tête, lui rendant le stylo. Bien. En sortant du bâtiment, la lumière du soleil traversait le parking, vive, nette, presque trop forte. J'ai cligné des yeux, laissant la chaleur me piquer le visage. Il y a une étrange sorte de calme qui vient après que le pire soit déjà arrivé. Pas la paix, exactement, mais la clarté. Rebecca pensait m'avoir appris une leçon. Elle avait raison, mais pas celle qu'elle attendait. Parce que maintenant, je comprenais la seule vérité qu'elle n'a jamais pu comprendre.
La loyauté familiale ne signifie rien quand elle protège la cruauté. Et c'est le genre de leçon qu'on n'oublie pas. Le lendemain matin a commencé comme tous les autres, uniforme repassé, cheveux attachés, bottes serrées. Sauf que cette fois, je ne me présentais pas pour une mission. Je me rendais à une réunion qui pourrait tout changer. Le bureau du programme d'aide aux familles se trouvait à l'autre bout de la base, niché derrière la crèche. À l'intérieur, une rangée de drapeaux bordait le mur, et l'odeur de café brûlé flottait dans l'air, comme toujours dans les bureaux militaires. J'avais assisté à une douzaine de briefings plus difficiles que celui-ci, mais je sentais quand même le poids de chaque pas. Le lieutenant André était déjà là, discutant avec le commandant Wilson du service juridique. Elle a levé les yeux quand je suis entré. « Capitaine Moreau, asseyez-vous. » J'ai obéi. Elle a jeté un coup d'œil à la pile de dossiers devant elle. Le rapport de l'aéroport, l'interview enregistrée de Rebecca, la vidéo Facebook. « Nous avons examiné votre cas, » a-t-elle dit. L'armée de l'air vous soutient officiellement dans les procédures civiles. L'aide aux familles et le commissariat des armées se coordonneront avec le procureur de la République. Son ton était stable, officiel. Mais il y avait autre chose dans son expression. Du respect. Pas de pitié. Pas de sympathie. Du respect. Merci, mon commandant, ai-je dit doucement. Wilson a hoché la tête. Vous avez servi avec distinction, capitaine. Vous avez géré la perte, les déploiements et la monoparentalité avec grâce. Personne ne remet en question votre dévouement. Ne laissez personne utiliser votre uniforme contre vous. Pendant une seconde, ma gorge s'est nouée. Je ne m'attendais à une validation de personne, surtout pas du commandement. Puis elle a ajouté, nous allons également publier une déclaration, juste les faits, sans commentaire, mais il sera clair que ce n'était pas de la négligence de votre part. Compris. En sortant, je pouvais déjà sentir le buzz se propager sur la base. Les rumeurs voyagent plus vite que les ordres dans l'armée. À l'heure du déjeuner, j'avais des messages de 3 autres mères célibataires en uniforme. Tiens bon. On te soutient. Ne les laisse pas te faire taire. Ce n'était pas le genre d'armée avec laquelle je m'étais entraîné, mais c'en était une dont j'avais désespérément besoin. Le même après-midi, l'histoire a fait les gros titres nationaux. L'enfant d'une capitaine de l'armée de l'air laissé seul à l'aéroport par sa famille. La photo qu'ils ont utilisée provenait de ma remise de médaille 2 ans plus tôt. Celle où je souriais à côté d'un drapeau, tenant Lise dans mes bras. Le compte Facebook de Rebecca a disparu en quelques heures. Je n'ai pas eu besoin de vérifier. Je savais qu'elle prenait peur maintenant. Le lendemain, j'ai reçu un appel d'un vieil ami, le sergent Colin, un officier logistique avec qui j'avais travaillé en Floride. « Moreau, je viens de voir les nouvelles, » a-t-il dit. « Ça va ? J'ai connu des jours meilleurs. »« Tu sais ce qui est fou, » a-t-il dit. « Ma sœur m'a fait un coup similaire quand j'étais déployé. La famille peut devenir jalouse d'une stabilité qu'elle n'a pas. Ils ne voient pas le labeur, ils voient les médailles. » J'ai ri sous cap. Ça me semble juste. Écoute, tu as la moitié de la base derrière toi. Tu n'as pas à affronter ça comme une autre mission. Laisse-nous t'aider. J'apprécie, Colin. Vraiment. Quand nous avons raccroché, je suis resté un moment dans la voiture devant le bureau. L'idée que quiconque puisse penser que ce que Rebecca avait fait était justifié me retournait l'estomac. Mais la vérité était que, dans des familles comme la mienne, la loyauté était une monnaie d'échange. Dès que vous rompiez le schéma, vous deveniez l'ennemi. Plus tard dans la soirée, une journaliste locale s'est présentée chez moi. Je ne l'avais pas invitée, mais elle était polie, même professionnelle. « Capitaine Moreau, je veux juste confirmer que votre sœur a abandonné votre enfant et que vos parents ont soutenu ses actions. » Je n'ai pas répondu. Elle a regardé Lise, qui était assise sur le perron avec ses crayons de couleur, dessinant un avion. « C'est votre fille ? » « Oui. » « Elle a l'air forte, » a dit la journaliste doucement. « Vous deux. » Je lui ai adressé un mince sourire. « Nous devons l'être. » Cette nuit-là, après avoir couché Lise, j'ai reçu un email d'André. Objet, communiqué public, mise à jour de la coordination. En pièce jointe, la déclaration officielle de l'armée de l'air. Je l'ai ouverte et j'ai lu chaque ligne lentement. L'armée de l'air et de l'espace française confirme que la capitaine Juliette Moreau a agi de manière responsable et conformément à ses devoirs parentaux et professionnels lors de l'incident faisant l'objet de l'enquête.
L'armée de l'air continue de soutenir le bien-être des militaires et de leurs familles. C'était tout. Simple, factuel, sans fioritures. Mais cela signifiait tout. Cela signifiait que je n'étais pas seul. Quelques jours plus tard, le bureau du procureur de la République a appelé. La procureure adjointe, une femme nommée Cartier, avait une voix de papier de verre et aucune patience pour les bêtises. Capitaine Moreau, je dirige cette affaire. J'ai besoin de confirmer quelques détails avant que nous portions plainte. Je l'ai rencontrée au centre-ville, au palais de justice. Elle était très professionnelle, mais quand elle a vu le dossier dans mes mains, elle a haussé un sourcil. Vous êtes venu préparer. Je ne me présente jamais autrement, ai-je dit. Elle a souri. Efficacité militaire. J'aime ça. Nous avons tout passé en revue, les textos, les images, la vidéo Facebook. Cartier n'a pas bronché une seule fois. Quand nous avons eu fini, elle a dit, c'est solide. Les déclarations de l'accusé établissent à elles seules l'intention. Nous allons plaider pour la mise en danger d'autrui et l'abandon d'enfants. Il ne s'agit pas seulement de punition, capitaine. Il s'agit de créer un précédent. C'est-à-dire que les femmes comme vous, les femmes militaires, les mères célibataires, sont jugées plus sévèrement quand elles ne peuvent pas être à deux endroits à la fois. Si nous gagnons, cela change cette conversation. J'ai hoché la tête, sentant cette montée familière dans ma poitrine, celle qui me frappait toujours juste avant le décollage. Alors que je quittais le palais de justice, mon téléphone a de nouveau vibré. Numéro privé. Je savais que c'était elle avant même de regarder. J'ai répondu. Juliette. Sa voix était tendue, plus douce qu'avant. Tu es allé trop loin. Tu m'humilies, Rebecca, ai-je dit calmement. Tu as fait ça toute seule. Tu penses que c'est la justice? Tu penses que ruiner ma vie fait de toi une meilleure mère? Non, ai-je dit. Être une meilleure mère, c'est ce qui m'a empêché de tourner les talons le jour où tu as laissé ma fille pleurer dans ce terminal. Il y a eu une pause. Je pouvais entendre sa respiration, courte et irrégulière. Tu as toujours pensé que tu valais mieux que tout le monde. Non, ai-je dit. J'ai juste arrêté de prétendre que nous étions pareils. Elle a raccroché. Le silence qui a suivi m'a semblé comme l'air après des turbulences, encore vif mais respirable. Quand je suis rentré à la maison, Lise dormait à nouveau sur le canapé, la télécommande toujours à la main. À l'écran, un dessin animé sur un pilote et sa petite copilote. J'ai souri malgré moi. Le lendemain matin, je me suis présenté à la base pour un briefing de suivi. Le colonel Renaud, mon commandant, m'a convoqué. Vous tenez le coup, capitaine? Oui, mon colonel. Juste prêt à reprendre le travail. Il a hoché la tête. C'est l'esprit. Et pour ce que ça vaut, tout le monde ici est fier de la façon dont vous avez géré cela. Tout le monde n'a pas le courage d'affronter sa famille et de rester debout. Je me suis redressé un peu. Merci, mon colonel. Il a souri faiblement. Vous savez, ma mère disait toujours, le sang fait les parents. Le respect fait la famille. Vous avez gagné beaucoup de respect ici. En sortant de son bureau, j'ai aperçu mon reflet dans la vitre, uniforme impeccable, yeux clairs, posture stable. Je ressemblais de nouveau à un soldat, pas à une victime. Le monde extérieur n'avait pas beaucoup changé, mais moi si. La peur avait disparu, remplacée par la résolution. Rebecca voulait que je me sente petite, que je me recroqueville dans la culpabilité silencieuse qu'elle avait portée toute sa vie. Mais elle avait oublié quelque chose d'important. J'ai été formé pour survivre au chaos. Et cette fois, je ne survivais pas seulement, je gagnais. Le matin où j'ai trouvé la vidéo, je ne la cherchais même pas. Je parcourais les anciennes publications Facebook de Rebecca, essayant d'imprimer quelques captures d'écran pour le dossier. La plupart de sa page avait disparu, supprimée, cachée, aseptisée. Mais il y avait une publication qu'elle avait manquée. Elle n'était pas publique. Elle était partagée dans un petit groupe appelé Les mamans qui disent les choses comme elles sont. La vidéo s'est lancée automatiquement. Rebecca était dans sa voiture, lunettes de soleil sur le nez, la voix calme et confiante. Certaines personnes n'apprennent jamais jusqu'à ce que la vie les mette à terre. Parfois, la seule façon de toucher quelqu'un est de le laisser tomber. Elle a incliné la tête, presque en souriant. Ma sœur pense qu'être un soldat fait d'elle une héroïne, mais être une mère, c'est être présente,
pas seulement saluer de loin. Je n'ai pas fini de regarder. Je n'en avais pas besoin. Mon estomac s'est noué, mais mes mains étaient stables. Je savais ce que je regardais. L'intention. À 9 heures du matin, le fichier était dans la boîte de réception du lieutenant André. Il m'a appelé 20 minutes plus tard. « Capitaine, où avez-vous eu ça ?» Elle l'a posté elle-même. Il a laissé échapper un petit sifflement. C'est un aveu enrobé d'arrogance. Nous allons demander au procureur de l'authentifier. Vous venez de leur donner l'argument final. Je n'essayais pas, ai-je dit doucement. Je voulais juste savoir pourquoi. Parfois, il n'y a pas de pourquoi, capitaine. Juste de l'ego. Plus tard dans la journée, j'ai de nouveau rencontré la procureure Cartier. Sa réaction a été exactement celle que j'attendais. Elle a rejoué la vidéo 3 fois, puis m'a regardé. Vous réalisez ce que cela signifie, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement de l'abandon. C'est de l'humiliation préméditée. Elle l'a planifié. Son ton était factuel. Mais les mots ont frappé fort. Alors, elle voulait me faire du mal à moi, pas à Lise? Elle voulait les deux, a dit Cartier. Les gens comme ça ne séparent pas les deux. Elle a imprimé une transcription, a surligné la ligne sur les laissés tomber et a écrit dans la marge, intention de causer un préjudice psychologique. Entre ça et les images de la porte d'embarquement, nous avons terminé de monter le dossier, a-t-elle dit. Maintenant, il ne reste plus qu'à exécuter. L'expression exécuter le dossier le faisait paraître procédural. Ce n'était pas le cas. C'était personnel. Chaque ligne. Cette nuit-là, je me suis assise à la table de la cuisine, entourée de papiers, la transcription de la vidéo, les textos, les rapports de police. Le cahier de coloriage de Lise était posé à côté, des pages à moitié finies d'étoiles et d'avions. J'ai regardé les deux piles preuve et innocence et je me suis demandé comment diable elles avaient pu se retrouver dans la même maison. Lise est entrée dans la cuisine en pyjama, se frottant les yeux. « Maman, tu travailles encore ?»« Oui, mon bébé. Je finis juste quelques trucs. » Elle est montée sur mes genoux, à regarder les papiers. « C'est à propos de Tati Becky ?» J'ai hoché la tête. Elle a froncé les sourcils. « Est-ce qu'elle va dire pardon maintenant ?» Je ne sais pas, ma chérie. Lizzie a réfléchi une seconde, puis a dit, quand tu fais quelque chose de mal à l'école, tu dis pardon, et puis tu ne le refais plus. Les adultes oublient ça. La vérité sort de la bouche des enfants. Je lui ai embrassé le front. Tu es plus intelligente que la plupart des adultes. Après qu'elle soit retournée se coucher, j'ai regardé à nouveau cette vidéo. Ce n'était pas seulement la suffisance de Rebecca qui me touchait. C'était la certitude. La façon dont elle l'a dit, comme si elle croyait faire quelque chose de noble. C'était le genre d'auto-illusion qu'on ne peut pas corriger avec la logique. Le lendemain matin, Cartier m'a envoyé par email l'acte d'accusation formelle. État français contre Rebecca Chevalier. Mise en danger de mineurs, abandon d'enfants par négligence, détresse émotionnelle intentionnelle. Cela paraissait stérile sur le papier, encre noire, page blanche, mais chaque mot était imprégné de trahison. Cartier a appelé 1 heure plus tard. Nous assignerons votre sœur à comparaître d'ici la semaine prochaine. Son autorisation d'exercer est déjà en cours d'examen par l'ordre des infirmiers. Bien, ai-je dit simplement. Le bureau juridique de l'armée de l'air était maintenant en pleine coordination. Il voulait s'assurer que le procès ne compromette pas l'image de l'armée. Le commandant Wilson m'a briefé en privé. Nous vous soutiendrons, capitaine, mais comprenez que cette attention publique est à double tranchant. Comportez-vous comme un officier, même quand il ne le mérite pas, je le fais toujours, ai-je dit. Le commandant de la base m'a dit plus tard qu'il avait reçu un appel de la division de la politique familiale du ministère des Armées. Apparemment, l'histoire avait été intégrée à un briefing interne sur la vulnérabilité familiale du personnel militaire. La bureaucratie a une façon de transformer un vrai traumatisme en diapositive PowerPoint. Néanmoins, cela signifiait que les bonnes personnes regardaient. Une semaine plus tard, André m'a retrouvé au palais de justice. Il m'a tendu un dossier intitulé « Une pièce à conviction des preuves vidéo ». Ceci sera montré au tribunal, a-t-il dit. Êtes-vous prête pour ça? Je suis prête depuis l'aéroport. Lorsque l'équipe de l'accusation a diffusé la vidéo lors de l'audience préliminaire, la salle est devenue silencieuse. Même l'avocat de la défense semblait mal à l'aise.
Rebecca était assise à la table, les mains jointes, le regard fixé devant elle. Lorsque sa propre voix emplit la salle d'audience, parfois les gens doivent tomber, sa mâchoire s'est crispée. Cartier ne l'a pas regardée. Elle a regardé le juge. Votre honneur, il ne s'agit pas d'une erreur impulsive. C'est un acte délibéré destiné à humilier et à nuire. L'avocat de Rebecca a tenté de s'opposer, invoquant un contexte émotionnel. Quoi que cela signifie, le juge a rejeté l'objection. Quand ce fut terminé, Cartier s'est penché en arrière et m'a murmuré, c'est le moment dont le jury va se souvenir. Après l'audience, je suis sorti prendre l'air. Les marches du palais de justice étaient chaudes sous le soleil, mais l'air semblait plus pur qu'il ne l'avait été depuis des semaines. Mon téléphone a vibré. Un autre message de ma mère. Ça a assez duré. Tu détruis la vie de ta sœur. Je n'ai pas répondu. J'ai juste fait défiler et bloqué le numéro. De retour dans ma voiture, je suis resté assise un moment, le regard perdu à travers le pare-brise. Quelque part entre toute la paperasse et le jargon juridique, j'ai réalisé que quelque chose avait changé. Je ne cherchais plus la vengeance. Je n'étais même plus en colère. J'étais fatigué, mais c'était le genre de fatigue qui vient après s'être extirpé de quelque chose de lourd, pas en s'y enfonçant. Cette nuit-là, Lise s'est endormie dans mon lit. Elle avait fait un autre cauchemar, des voix de haut-parleurs d'aéroport, des pleurs pour moi. Je l'ai tenue jusqu'à ce que sa respiration ralentisse. Le lendemain matin, elle s'est réveillée tôt et m'a demandé si elle pouvait faire un dessin pour le tribunal. Quel genre de dessin, ai-je demandé. Où tu voles et je suis par terre en train de te faire signe, mais je ne suis pas triste cette fois. C'était le genre d'image qui vous noue la gorge. Je lui ai dit d'utiliser le grand crayon bleu. Quelques jours plus tard, Cartier a de nouveau appelé. Rebecca plaide non coupable. Elle prétend avoir eu un jugement temporairement altéré en raison du stress. Du stress, ai-je dit. Elle a eu le temps de monter une vidéo, de la télécharger et d'identifier ma mère. Ce n'est pas du stress. C'est une production. Cartier a ri doucement. Vous êtes doué, capitaine. Je devrais peut-être vous embaucher. Non merci, ai-je dit. Je préfère les uniformes aux tailleurs. Quand l'appel s'est terminé, je me suis adossé et j'ai fixé le plafond. L'affaire avançait vite, mais elle ne semblait pas précipitée. Elle semblait inévitable, comme la gravité fonctionnant enfin comme elle le devrait. À la fin de cette semaine-là, le bureau du procureur a confirmé la date du procès, le 10 octobre. La même semaine où mon mari était mort des années auparavant. J'ai pris cela comme une coïncidence, pas un présage. La justice n'attend pas un moment opportun. Elle se présente simplement quand on est assez fort pour y faire face. C'est donc ce que j'allais faire. Y faire face, stable et inébranlable, car il n'y avait plus de leçons à apprendre. Il était temps d'en enseigner une. Le palais de justice sentait le vieux papier et le café brûlé, le genre d'odeur qui s'accroche à tous les bâtiments gouvernementaux. Des rangées de bancs en bois faisaient face à l'estrade du juge, polie par des décennies de personnes attendant une justice qu'elles n'obtenaient pas toujours. J'étais assise à la table de l'accusation, uniforme repassé, posture droite, main jointe. À côté de moi, la procureure Cartier révisait ses notes. Elle n'avait pas l'air nerveuse, et ce calme m'a aidé. De l'autre côté de la salle, Rebecca était assise avec son avocat. Elle semblait plus petite que dans mon souvenir. Pas de maquillage, les cheveux tirés en arrière, portant un blazer gris qui engloutissait ses épaules. Quand ses yeux ont croisé les miens, elle n'avait pas l'air honteuse, juste en colère que je sois là. L'huissier a appelé la cour à l'ordre. La cour. Veuillez vous lever pour l'honorable juge Marston. Tout le monde s'est levé. La juge est entrée, a pris son siège, et le son du marteau a résonné dans la salle. État français contre Rebecca Chevalier, affaire numéro 24 à 317. Maître, sommes-nous prêts à procéder? Cartier s'est levé. Prête pour l'accusation, votre honneur. L'avocat de Rebecca, un homme avec le froncement de sourcils permanent de quelqu'un qui regrettait d'avoir pris cette cliente, s'est levé. Prêt pour la défense. Le juge a hoché la tête. Procédez. Cartier a commencé, calme, méthodique. Votre honneur, cette affaire ne concerne pas un malentendu. Elle concerne un choix, une décision délibérée de l'accusé d'abandonner un enfant dans un aéroport public et de le justifier comme une leçon. Les preuves montreront l'intention,
la planification et un mépris total pour la sécurité d'une fillette de 8 ans. Elle s'est tournée vers le jury, sa voix stable, mais froide. Ce n'est pas de la discipline. C'est de la cruauté enrobée de suffisance morale. La défense a tenté une approche plus douce. Mesdames et messieurs, ma cliente n'avait pas l'intention de nuire. Elle était dépassée, inquiète pour sa nièce, et a fait un mauvais choix dans le feu de l'action. Le jury n'a pas mordu, pas après la vidéo. Tout le monde avait vu le clip à ce moment-là. Les propres mots de Rebecca avaient fait plus de dégâts que tout ce que j'aurais pu dire. Quand Cartier l'a diffusé pour la cour, le silence était si épais qu'on pouvait s'étouffer. La voix de Rebecca a résonné dans les haut-parleurs. Parfois, les gens n'apprennent jamais jusqu'à ce que la vie les mette à terre. Je ne l'ai pas regardé. J'ai gardé les yeux sur la table, la mâchoire serrée, les mains immobiles. Je n'avais pas besoin de voir son expression. Je pouvais la sentir, la même arrogance qu'elle avait toujours eue, qui lui coûtait enfin quelque chose. Quand ce fut terminé, Cartier a laissé le silence s'installer quelques secondes avant de parler. Ça, mesdames et messieurs, ce n'est pas du regret. C'est de la fierté. La défense a objecté, mais la juge a rejeté l'objection. Puis ce fut mon tour de témoigner. Cartier m'a guidé doucement, comme quelqu'un qui savait que je préférerais être n'importe où ailleurs. Capitaine Moreau, pouvez-vous décrire ce qui s'est passé le 4 juin de cette année? J'ai pris une inspiration. Ma fille a été laissée seule à l'aéroport Charles de Gaulle. J'ai reçu un message de ma sœur qui disait « Viens la chercher. Nous embarquons maintenant ». Quand je suis arrivé, ma fille pleurait, sous la garde de la sécurité de l'aéroport. Croyez-vous que c'était accidentel? Non, ai-je dit. Ma sœur a envoyé un autre texto disant que Lise devait apprendre une leçon. Ce n'est pas un accident. Et quel était l'état de votre fille quand vous l'avez trouvée? Elle était terrifiée, ai-je dit. Elle pensait que je ne viendrais pas. Cartier a hoché la tête. Merci, capitaine. Puis ce fut le tour de la défense. L'avocat s'est approché lentement, la voix excessivement polie. Capitaine Moreau, vous servez dans l'armée de l'air, n'est-ce pas? Oui. Votre travail exige de longues heures, des déploiements, du temps loin de chez vous. Oui. Il a ajusté sa cravate comme s'il était fier de sa mise en scène. Diriez-vous que votre carrière rend parfois difficile l'équilibre avec la maternité? Je l'ai fixé un instant. Vous me demandez si j'ai du mal à trouver un équilibre, ou si cela justifie l'abandon d'un enfant? Il a cligné des yeux. Je veux juste comprendre votre relation avec votre sœur. Vous la comprenez déjà, ai-je dit d'un ton égal. Elle en voulait que j'ai construit une vie sans avoir besoin de son approbation. Un léger murmure a parcouru la salle. Le juge ne l'a pas arrêté. L'avocat de la défense s'est raclé la gorge. Pas d'autres questions. En descendant de la barre, j'ai surpris le petit signe de tête de Cartier. Ce n'était pas du triomphe. C'était de la reconnaissance. L'accusation a terminé sa plaidoirie cet après-midi-là. La défense n'a appelé qu'un seul témoin, Rebecca. Elle s'est levée lentement, s'est dirigée vers la barre et a prêté serment. Sa voix était douce. Prudente. Elle a regardé le jury comme si elle était la victime. Je ne voulais blesser personne, a-t-elle commencé. J'aime ma nièce. Je voulais juste que ma sœur voie ce que ses choix provoquaient. Cartier n'a même pas pris la peine d'objecter, elle voulait que ce soit enregistré. Rebecca a continué, Juliette a toujours été distante. Elle se cache derrière son uniforme. J'ai pensé que si elle avait peur pour une fois, elle réaliserait à quel point Lise a besoin d'elle. C'était impressionnant, d'une certaine manière, de transformer la cruauté en supériorité morale. Cartier s'est levé. Mademoiselle Chevalier, croyez-vous savoir ce qui est le mieux pour votre nièce? Rebecca a hoché la tête. Oui. Quelqu'un doit le faire. Et vous avez décidé que la meilleure façon d'enseigner à votre sœur était d'abandonner son enfant dans l'un des aéroports les plus fréquentés du pays? Rebecca a hésité, puis a murmuré, je l'ai laissé en sécurité. Il y avait des gens autour. Cartier s'est approché. Des gens que vous ne connaissiez pas, dans un terminal public avec des caméras, des étrangers et des vols partant toutes les minutes. Elle a laissé la pause s'installer. Vous appelez ça en sécurité? La mâchoire de Rebecca s'est crispée. Je n'ai pas pensé. Exactement, l'a coupé Cartier. Vous n'avez pas pensé.
Le juge a appelé à l'ordre quand l'avocat de Rebecca s'est interposé. Mais peu importait. Le mal était fait. Lors des plaidoiries finales, Cartier n'a pas fait de théâtre. Elle a juste parlé comme quelqu'un qui avait vu cette histoire trop de fois. Nous apprenons à nos enfants que l'amour signifie protection, pas punition. L'accusé a appelé cela une leçon. Mais les leçons ne laissent pas de cicatrices. Elles ne se terminent pas par des cauchemars ou de la peur. Elles n'impliquent pas un enfant qui pleure seul pendant que sa famille monte dans un avion. Ce n'est pas une leçon. C'est de la cruauté. La défense a marmonné quelque chose sur l'intention et la réconciliation familiale. Mais même lui semblait vouloir que ce soit terminé. Le jury est sorti. 1 heure plus tard, ils étaient de retour. Pour le chef d'accusation de mise en danger de mineurs, coupable. Pour le chef d'accusation d'abandon d'enfant par négligence, coupable. Rebecca n'a pas bougé. Elle a regardé droit devant elle, les mains agrippant la table de la défense. La bouche de son avocat s'est ouverte, puis s'est refermée. La voix de la juge était calme, presque lasse. Le tribunal condamne Rebecca Chevalier à 18 mois de prison avec sursis, une amende de 7 500 € et la révocation temporaire de son autorisation d'exercer d'infirmière pour 2 ans. Il lui est interdit de contacter la victime ou sa mère. Le marteau a frappé une fois. Pas d'acclamation, pas de halètement, juste le son d'une justice silencieuse atterrissant comme une longue expiration. Cartier s'est tourné vers moi. C'est tout, capitaine. C'est fini. J'ai hoché la tête mais n'ai pas souri. Gagner ne ressemblait pas à une victoire. C'était comme se tenir sur un champ après la tempête. L'air encore lourd. Tout autour de vous détruit, mais le ciel s'éclaircissant enfin. Alors que les gens sortaient, je suis restée assise. Rebecca était toujours à la table, les épaules rigides. Pendant une seconde, je m'attendais presque à ce qu'elle me regarde, à ce qu'elle dise quelque chose pour s'excuser. Une lueur de remords. Elle ne l'a pas fait. Quand je suis finalement passé devant elle, elle a marmonné entre ses dents, « Tu as fait de moi la méchante ». Je me suis arrêté juste assez longtemps pour dire, « Tu as fait ça toute seule ». Puis je suis parti. Dehors, le soleil a de nouveau frappé mon visage. Il était chaud, brillant, réel. Lise m'attendait à la maison avec un dessin qu'elle avait fait, un grand avion bleu volant au-dessus d'une petite silhouette agitant la main au sol. Pour une fois, le ciel ne semblait pas si lointain. Les nouvelles ont voyagé plus vite que je ne l'avais prévu. En 24 heures, la photo d'identité judiciaire de ma sœur était sur tous les sites d'information locaux, associée à des titres qui ressemblaient à des ragots déguisés en justice. Une infirmière reconnue coupable d'abandon d'enfant. Le drame familial d'une officier de l'armée de l'air se termine au tribunal. Si vous lisiez les commentaires, ce que je n'aurais pas dû faire, mais que j'ai fait, vous trouveriez des gens se disputant pour savoir qui avait raison. Comme si la moralité était quelque chose sur lequel on pouvait voter. La moitié blâmait Rebecca. L'autre moitié me reprochait de laver mon linge sale en public. C'est toujours comme ça. Quand une femme se défend, elle est trop froide. Quand elle pardonne, elle est trop faible. J'ai arrêté de faire défiler. Le lendemain matin, j'ai fait des crêpes pour Lise. Elle me regardait les retourner, encore à moitié endormie, les cheveux en bataille. On est toujours en colère contre Tati Becky ? A-t-elle demandé d'une petite voix. J'ai versé du sirop sur son assiette et j'ai dit, on n'est pas en colère. On a juste tourné la page. Elle a mâché tranquillement pendant 1 minute. Mamie a appelé hier soir. Je n'ai pas décroché. Elle a hésité. C'est pas grave. Elle a dit, on a fait du mal à Tati Becky. J'ai soupiré. Parfois, les gens disent des choses parce qu'ils ne veulent pas admettre qu'ils ont tort. Lise a hoché la tête lentement, comme si elle comprenait plus qu'elle n'aurait dû. J'aime toujours mamie, a-t-elle dit. Moi aussi, lui ai-je répondu. Aimer quelqu'un ne veut pas dire que tu dois le laisser te faire du mal. Cela ressemblait à un conseil pour elle, mais c'était surtout pour moi. À la fin de la semaine, mes parents avaient officiellement pris le parti de Rebecca. Maman a laissé un message vocal disant que j'avais déchiré la famille. Papa a envoyé un email qui ressemblait à un sermon. Le pardon est une force, Juliette. Tu l'as oublié. J'ai supprimé les deux. La vérité était que la famille était fracturée bien avant le procès. Cela ne faisait que le rendre officiel.
Je me suis plongé dans la routine, sport matinal, longues heures à la base, à la maison à 18 h pour dîner avec Lise. J'ai aussi commencé à voir un thérapeute. Non pas parce que je ne pouvais pas faire face, mais parce que je ne voulais pas que ma fille grandisse en voyant sa mère prétendre qu'elle n'avait pas besoin d'aide. Le thérapeute, le docteur Patel, avait cette façon calme de parler qui vous rendait accidentellement honnête. Vous continuez à utiliser le langage militaire quand vous parlez de votre sœur, a-t-il dit une fois. Vous dites des choses comme attaque, défense, stratégie. J'ai haussé les épaules. C'est comme ça que mon cerveau fonctionne. Il a souri. Vous avez été entraîné à contrôler le chaos. Mais la famille n'est pas un champ de bataille, Juliette. Vous ne pouvez pas gagner une guerre quand l'autre camp ne veut pas la paix. J'ai ri. Alors, que suis-je censé faire? Arrêter de combattre des fantômes, a-t-il dit simplement. Pendant un moment, je n'ai pas su ce que cela signifiait. Puis, lentement, j'ai compris. Un soir, Lise est rentrée de l'école avec un devoir de dessin intitulé « Ma famille ». Je me suis préparé à des questions gênantes. Mais quand j'ai regardé son papier, je me suis figé. C'était une image de nous deux seulement. Moi en uniforme, elle tenant un avion jouet. Au-dessus de nos têtes, en feutre vif, elle avait écrit « La famille, c'est ceux qui sont là ». C'est à ce moment-là que quelque chose en moi s'est détendu. Nous n'avions pas besoin de l'approbation de personnes qui confondaient le silence avec l'amour. Nous avions l'une l'autre. C'était suffisant. Pourtant, le monde extérieur à notre maison ne lâchait pas si facilement. Chaque fois que quelqu'un me reconnaissait à l'économat de la base ou sur la ligne de vol, il y avait ce regard, mi-admiration, mi-curiosité, comme s'ils essayaient de savoir si j'étais l'héroïne ou la méchante de ma propre histoire. Un jeune aviateur m'a arrêté une fois, nerveux et sincère. « Mon capitaine, je voulais juste dire que ce que vous avez fait demande du courage. Ma mère a vécu quelque chose de similaire, mais elle ne s'est jamais défendue. Merci, ai-je dit. Parfois, le plus difficile n'est pas de se lever. C'est de rester debout après l'avoir fait. » Il a hoché la tête, les yeux écarquillés, comme si je venais de lui révéler le secret de la vie. J'ai souri, mais à l'intérieur, je pensais au fait que rester debout était encore un effort quotidien. Lise a commencé une thérapie. Des séances pour enfants, avec des crayons de couleur et des bacs à sable. Sa thérapeute, une femme à la voix douce avec des cheveux bouclés, m'a dit qu'elle faisait des progrès. Elle recommence à dessiner des aéroports, a-t-elle dit. Mais maintenant, elle vous inclut toujours dans le dessin. Cette phrase m'a frappé plus fort que le verdict. Les mois ont passé. Les médias se sont désintéressés. Rebecca a déménagé, dans le Tennessee je crois. Nous ne nous étions pas parlé et je ne prévoyais pas de le faire. Puis, un après-midi au début du printemps, une lettre est arrivée. Pas d'adresse de retour, mais l'écriture était la sienne. J'ai failli la jeter, mais la curiosité l'a emportée. À l'intérieur, une seule page. Juliette, tu as eu ce que tu voulais. J'espère que tu es heureuse. J'ai tout perdu à cause de toi. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Peut-être qu'un jour tu comprendras. Pas d'excuses, pas de prise de responsabilité, juste le même schéma, la culpabilité enrobée d'apitoiement sur soi. Je l'ai plié une fois et je l'ai jeté directement à la poubelle. Lise est entrée quelques minutes plus tard avec son sac à dos. Ça va, maman? Oui, ai-je dit. Je sors juste les poubelles. Cette nuit-là, en l'abordant, elle m'a demandé si elle pouvait visiter à nouveau la base aérienne. J'aime les avions, a-t-elle dit. Ils font un bruit de tonnerre, mais ils ne me font plus peur. Bien sûr, lui ai-je dit. On ira ce week-end. Elle a souri, déjà à moitié endormie. Je veux être courageuse comme toi. Je suis restée assise là un long moment, lui caressant les cheveux. Elle ne savait pas que le courage, ce n'était pas de ne pas avoir peur. C'était d'être terrifié et de le faire quand même. Le samedi venu, nous sommes allés à la terrasse d'observation surplombant la piste. Le soleil était éclatant, l'air vibrant de chaleur. Un avion cargo a décollé, les moteurs rugissant, et Lise a applaudi. Celui-là va aider des gens, n'est-ce pas? Oui, ai-je dit. C'est ça. Elle a plissé les yeux vers le ciel. Je veux voler un jour. Je l'ai regardée, petite, féroce, déterminée, et j'ai senti quelque chose s'apaiser en moi. Alors tu le feras.
Nous sommes restés là, à regarder l'avion disparaître dans un ciel bleu parfait. Pour la première fois depuis longtemps, je ne sentais pas l'attraction du passé, juste le poids du moment. Léger, solide, réel. De retour à la maison ce soir-là, j'ai accroché le dessin de Lise ma famille sur le frigo. Puis j'ai ajouté quelque chose à côté. Une photo d'elle et moi au meeting aérien. Le vent soufflant dans ses cheveux. Toutes les deux en train de rire. Ce n'était pas une photo de victoire. Il ne s'agissait pas de vengeance ou de survie. Il s'agissait de continuation. Nous avions traversé l'enfer, mais nous n'y étions pas restés. Et peut-être que c'était une rédemption suffisante pour nous deux. Cela a commencé comme un plan discret. Rien de dramatique, pas de grande annonce, juste une pensée qui tournait en boucle dans ma tête comme un avion attendant l'autorisation d'atterrir. Lise méritait de voir ce que son père avait tant aimé. Le musée de l'air et de l'espace du Bourget. La dernière fois que nous y étions allés, elle était trop jeune pour s'en souvenir. Maintenant, à 10 ans, elle pouvait comprendre pourquoi le ciel n'était pas seulement une toile de fond pour nos vies. Il faisait partie de qui nous étions. Alors, un samedi, j'ai chargé la voiture de collation, de cartes et d'une enfant surexcitée qui avait déjà emballé son jouet préféré. On prend l'avion, maman, a-t-elle demandé alors que nous nous engagions sur l'autoroute. Pas cette fois, ai-je dit en souriant. On y va en voiture. Certains voyages méritent qu'on prenne le temps. Elle a souri comme si cela rendait les choses encore meilleures. La route s'est étendue sur des heures, la lumière du soleil clignotant sur le tableau de bord, Lise fredonnant sur une playlist qu'elle avait faite elle-même, principalement des chansons pop et le thème de Top Gun. Quelque part entre la Normandie et Paris, j'ai réalisé depuis combien de temps nous n'avions pas simplement existé. Pas d'avocat, pas de journaliste, pas de drame familial, juste le son des pneus sur l'asphalte et une petite voix chantant faux à côté de moi. Quand nous avons finalement atteint le musée, le parking était presque plein. Un groupe d'anciens combattants se tenait près de l'entrée, leurs casquettes couvertes d'écussons. L'un d'eux a aperçu l'autocollant de ma base sur le pare-brise et a fait un petit salut. Je l'ai rendu automatiquement et il a souri. À l'intérieur, les yeux de Lise se sont écarquillés. Des avions pendaient du plafond comme des géants endormis. L'air sentait légèrement l'huile et la nostalgie. Waouh, a-t-elle murmuré. Papa réparait ça. Certains d'entre eux, ai-je dit, et en piloté quelques-uns aussi. Elle a marché lentement à travers le hangar, s'arrêtant pour lire chaque plaque, chaque légende. Je l'ai regardé passer ses doigts le long du fuselage d'un vieux Transal, le même modèle sur lequel son père avait travaillé. C'est énorme, a-t-elle dit. Comment ça a pu monter là-haut? Avec beaucoup de puissance, lui ai-je dit. Et de confiance. Ce mot a persisté dans mon esprit plus longtemps qu'il n'aurait dû. La confiance, cette chose qui avait été brisée, testée, et d'une manière ou d'une autre, reconstruite, un jour tranquille à la fois. Nous avons passé des heures à déambuler dans les expositions. Lise posait des questions sur chaque uniforme, chaque médaille, chaque photo. Quand nous avons atteint la section commémorative, elle a montré un mur couvert de noms. Le nom de papa est là. Oui, ai-je dit doucement. Juste ici. Elle a tracé les lettres gravées avec son doigt, ses lèvres bougeant alors qu'elle les déchiffrait. Il était courageux. Tu le es aussi. Elle a levé les yeux. Grâce à toi. Grâce à nous deux. Nous sommes restés là un moment, à respirer. Autour de nous, l'air était rempli de l'écho faible de voix enregistrées. Des vétérans racontant des histoires de mission, de survie, de retour à la maison. Cela ne ressemblait pas à la guerre. Cela ressemblait à la mémoire. Plus tard, au café du musée, Lise grignotait des frites pendant que je parcourais mon téléphone. L'armée de l'air venait de publier un article sur les familles de militaires surmontant les épreuves. En bas, il y avait une ligne qui m'a fait marquer une pause. L'intégrité ne signifie pas que vous ne tombez jamais. Cela signifie que vous vous relevez sans perdre votre honneur. J'ai souri. Peut-être que quelqu'un avait enfin compris. En sortant, nous nous sommes arrêtés à la boutique de souvenirs. Lise a choisi une maquette d'avion et un petit écusson qui disait « Visez haut ». Elle l'a brandi. « Tu peux le coudre sur ma veste ?» Bien sûr. Et sur la tienne aussi, a-t-elle ajouté rapidement. J'ai hoché la tête. Marché conclu. Le soleil était bas quand nous sommes retournés à la voiture. Alors que nous passions les portes du musée, Lise a appuyé sa tête contre la vitre et a dit «
je pense que papa aimerait qu'on soit venu ici. Il aimerait, ai-je dit. Il disait toujours que le ciel est assez grand pour les secondes chances. Elle a souri. Alors, on a pris la nôtre? Oui, ai-je dit doucement. On l'a fait. Le trajet du retour a été paisible. Lise s'est assoupie à mi-chemin, serrant son nouvel avion jouet. J'ai gardé les yeux sur l'horizon, cette étendue infinie de bleu se fondant dans l'orange. Pour une fois, cela ne ressemblait pas à quelque chose que je devais conquérir. Cela ressemblait à quelque chose qui m'avait pardonné. Quand nous sommes arrivés dans l'allée, la lumière du Porsche s'est allumée automatiquement. La maison. Réelle. Ordinaire. Méritée. J'ai porté Lise à l'intérieur, je l'ai mise au lit, et je suis retourné à la cuisine. Le frigo avait toujours son dessin. La famille, c'est ceux qui sont là. À côté, j'ai épinglé la photo que nous avions prise au musée. Toutes les deux debout sous les ailes d'un bombardier, souriant comme si nous avions échappé à la gravité elle-même. Avant d'aller me coucher, je me suis assise un moment sur le porche. La nuit était fraîche, le ciel plein d'étoiles silencieuses. Quelque part là-haut, des avions fendaient l'obscurité. Des milliers de personnes se faisant confiance pour rester en l'air. J'ai pensé à Rebecca, au procès, au bruit, aux retombées, puis au silence qui a suivi. Pas un vide, mais une rupture nette. Elle n'avait pas essayé de me recontacter. Et pour une fois, je n'avais pas besoin de sa conclusion. Certaines fins ne viennent pas avec des excuses, elles viennent avec la paix. Le monde était passé à autre chose. Moi aussi. Quelques semaines plus tard, Lise a ramené un devoir de l'école intitulé « La personne la plus courageuse que je connaisse ». Je ne l'ai vu que lorsque son enseignante m'a envoyé un email demandant la permission de le partager dans le bulletin de la classe. Ça commençait simplement. Ma maman est courageuse parce qu'elle n'abandonne jamais, même quand les gens sont méchants. Elle pilote des avions dans son cœur, même quand elle n'est pas dans le ciel. Elle dit qu'être fort ne veut pas dire se battre. Ça veut dire ne pas abandonner. Je l'ai lu 3 fois, retenant les larmes. J'avais passé des années à définir le courage par l'action, par les missions, les médailles, les batailles survécues. Mais peut-être que le courage était plus petit, plus silencieux. Peut-être qu'il ressemblait à des crêpes le matin, des rendez-vous chez le psy, et une enfant qui dormait enfin toute la nuit. Le week-end suivant, j'ai emmené Lise à l'aérodrome près de la base. Ce n'était pas un service officiel, juste une journée d'entraînement, mais elle adorait regarder depuis la clôture. Le son des moteurs emplissait l'air, profond, rythmé, vivant. Elle saluait chaque décollage comme si elle les encourageait personnellement. À un moment, elle a levé les yeux et a dit « Tu sais, maman, tu n'as plus l'air triste quand les avions volent. » J'ai souri. C'est parce qu'ils ne me rendent plus triste. Elle a souri. Bien. Tu es libre maintenant. Et elle avait raison. Pas le genre de liberté qu'on gagne d'un verdict de tribunal ou d'une médaille, mais celle qui vient quand on arrête enfin de se battre contre le passé. Celle qui vient quand on se réapproprie le ciel, non pas comme un lieu d'évasion, mais comme la preuve qu'on a survécu à la chute. Cette nuit-là, avant de se coucher, j'ai vérifié Lise une dernière fois. Elle dormait, serrant son jet-jouet. J'ai murmuré, « Tu as appris une leçon, mon bébé. » La bonne. Dehors, un avion est passé au-dessus. Faible, lointain, stable, et pour la première fois depuis des années, je n'ai pas ressenti le besoin de lever les yeux. Je savais déjà qu'il volait droit. 2 années passèrent tranquillement, presque suspicieusement. Pas de tribunaux, pas de gros titres, pas de messages d'avocat, juste la vie, ordinaire, paisible, sans histoire de la meilleure des manières. Lise avait 10 ans maintenant, plus grande, plus vive, plus drôle. Elle avait troqué les avions joués contre des carnets de croquis et était obsédée par le dessin d'uniforme. « Je vais rejoindre l'armée de l'air comme toi », a-t-elle dit une fois. Mais peut-être que je concevrai les jets au lieu de les piloter. Bonne idée, lui ai-je dit. Moins de turbulences. Nous vivions dans une petite maison près de la base aérienne de Salon de Provence. J'avais pris un nouveau poste au commandement de la formation, toujours militaire, mais plus stable. J'aimais le rythme. Matinée précoce, journée structurée, week-end qui nous appartenait vraiment. J'avais même recommencé à dormir toute la nuit. C'est comme ça que j'ai su que les choses avaient enfin changé. Mais la paix est une chose étrange. Elle vous surprend.
vous fait oublier qu'il y a eu un temps où il fallait se battre pour l'obtenir. Un matin de fin octobre, je parcourais le courrier quand je l'ai vu. Une enveloppe simple avec une écriture que j'ai reconnue instantanément. Mon pouls a trébuché, mais je ne l'ai pas ouverte tout de suite. J'ai d'abord fait du café, je me suis assise à la table de la cuisine, la fixant comme si elle pouvait exploser. Puis je l'ai déchirée. Ce n'était pas long, à peine une demi-page. Juliette, je sais que je ne te dois rien. Je sais que je ne peux pas réparer ce que j'ai fait. Je voulais juste que tu saches que je comprends enfin pourquoi tu t'es battue si fort. J'ai commencé une thérapie. J'ai perdu mon autorisation d'exercer, mon travail, et la plupart de ce que je pensais me rendre importante. Peut-être que j'en avais besoin. Je suis désolé, pas d'avoir été prise, mais de ne pas vous avoir aimé, Lise et toi, comme j'aurais dû. J'espère qu'elle est heureuse. J'espère que tu le es aussi. Rebecca. Pas d'excuse cette fois. Pas d'apitoiement, juste de la finalité. Je suis restée assise là un long moment, sans pleurer, sans être en colère, juste silencieuse. Lise est entrée dans la cuisine, encore en pyjama. C'est quoi ça? Juste une lettre, ai-je dit en la repliant. De qui? D'un vieux chapitre. Elle m'a lancé ce regard qu'elle faisait toujours quand elle savait que je cachais un sens derrière des mots courts. Mais elle n'a pas insisté. Elle s'est juste versé un bol de céréales et a demandé « On va toujours à Paris demain ?» J'ai souri. Bien sûr. Le voyage était prévu depuis des semaines, la cérémonie annuelle de remise des décorations de l'armée de l'air dans la capitale. Mon commandant m'avait proposé pour la médaille du service distingué pour l'engagement communautaire et le mentorat. Il ne s'agissait pas de combat ou d'héroïsme cette fois. Il s'agissait de reconstruire, d'aider des familles comme la mienne à naviguer dans le chaos sans se perdre. Le lendemain matin, nous avons pris un vol matinal pour Paris. Alors que l'avion décollait, Lise a pressé son front contre le hublot. On remonte vraiment là-haut, a-t-elle dit en souriant. Oui, ai-je dit, regardant les nuages s'étirer sous nous. C'est différent cette fois, n'est-ce pas? Elle a hoché la tête. On vole vers quelque chose, pas pour s'enfuir. Elle ne réalisait pas à quel point elle avait dit juste. Quand nous avons atterri, la ville brillait d'or automnal, de vent froid, de cette effervescence que Paris a toujours. Nous nous sommes enregistrés à l'hôtel, nous nous sommes changés et nous nous sommes dirigés vers la salle de cérémonie près des Invalides. Des rangées d'uniformes remplissaient la pièce. Les médailles captaient la lumière comme des étoiles. Quand mon nom a été appelé, je suis monté sur scène, ressentant cet étrange mélange d'humilité et de fierté. Le général qui remettait la décoration m'a serré la main et a dit doucement « Votre histoire a inspiré beaucoup d'entre nous, capitaine. Vous avez rappelé aux gens à quoi ressemble l'intégrité en dehors du terrain. » Merci, mon général, ai-je dit. Dans le public, Lise rayonnait, tenant son petit appareil photo comme une fière journaliste de presse. Ensuite, nous sommes sortis dans l'air vif. Le ciel au-dessus de la capitale était d'un bleu pâle, le genre qui semble infini mais calme. Lise a tiré ma manche. On pourra revoir les avions un jour? Oui, ai-je dit. On en fera une tradition. Elle a souri. Tu penses que Tati Becky viendra les voir avec nous un jour? J'ai hésité, puis j'ai dit, honnêtement, peut-être un jour. Les gens changent quand ils le veulent vraiment. Est-ce que tu lui pardonnes? A-t-elle demandé. Je l'ai regardée, cette petite fille qui avait vu plus de trahison que la plupart des adultes et qui croyait pourtant encore au pardon. Je pense que oui, ai-je dit finalement. Non pas parce qu'elle le mérite, mais parce que nous méritons la paix. Lise a hoché la tête pensivement. Alors c'est bien. Elle a pris ma main et nous avons commencé à descendre les marches ensemble, le métal frais contre mon uniforme. Ce soir-là, de retour à l'hôtel, j'ai sorti la lettre de mon sac une dernière fois. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait plus rien à dire. Mais je les pliai soigneusement, les plaçai dans le tiroir à côté de la médaille, et les fermai. Non par amertume, juste par conclusion. Plus tard, je me suis assise près de la fenêtre, regardant les avions tracer des arcs au-dessus de la ville, leur lumière clignotant comme de tranquilles promesses. J'ai pensé à Daniel, à la façon dont il disait que le ciel était un miroir. Tu ne peux pas voir où tu vas si tu ne fais pas face à ce qui est au-dessus de toi, m'avait-il dit une fois. À l'époque, je n'avais jamais vraiment compris. Maintenant, si. Le reflet qui me regardait n'était pas un soldat brisé par la perte ou une sœur trahie.
C'était quelqu'un qui avait reconstruit sa vie à partir des décombres sans endurcir son cœur. Quand Lise est montée sur mes genoux, les yeux ensommeillés, elle a marmonné, « Papa serait fier de nous. » Oui, ai-je murmuré. Il dirait qu'on a appris la bonne leçon. Elle a souri contre mon épaule. Quelle leçon? Que la famille, ce n'est pas le sang, ai-je dit doucement. C'est la loyauté. C'est l'amour qui ne s'en va pas. Nous sommes restés assises comme ça un long moment. Le bourdonnement de la ville en bas et le rythme régulier de sa respiration remplissant le silence. Le lendemain matin, avant de partir pour l'aéroport, j'ai épinglé l'écusson visé que Lise avait acheté au musée sur mon sac de voyage, un petit rappel de tout ce que nous avions perdu et de tout ce que nous avions regagné. En embarquant, Lise a de nouveau pris le siège près du hublot. Quand l'avion a commencé à rouler, elle a murmuré, prête pour le décollage, « Capitaine ?» J'ai souri. Toujours. Les moteurs ont rugi, la cabine a tremblé, et le monde s'est incliné vers le haut, familier, indulgent, libre. Dehors, les nuages s'ouvraient comme une seconde chance. Et quelque part entre le ciel et la terre, j'ai réalisé quelque chose de simple et de certain. Certaines leçons sont faites pour faire mal. Les bonnes vous apprennent à guérir.